La question qui fâche, nous la sommes posée parce que nous nous apprêtons à célébrer les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Alors la question qui fâche, c'est faut-il aujourd'hui dire que nos déchets nucléaires sont un cadeau empoisonné pour les générations futures? On va poser la question à Bruno Charéron. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en génie énergétique et nucléaire, conseiller scientifique au CRIRAD. Le CRIRAD, la CRIRAD, pardon, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Tchernobyl, je l'ai dit, c'était il y a tout juste 40 ans. Est-ce qu'en 4 décennies, on peut dire que, de ce point de vue du nucléaire, le pire est derrière nous? Bonsoir. Alors, en ce qui concerne Tchernobyl, on peut dire que le pire reste présent et est encore devant nous, puisque le réacteur accidenté, hein, qui a eu cette explosion, cet incendie qui a duré pratiquement 2 semaines en 1986, ce réacteur accidenté contient toujours dans ses entrailles des matières très dangereuses, hautement radioactives. Vous savez qu'elles ont été recouvertes par un sarcophage construit en quelques mois dans des conditions dantesques de radiation par les fameux liquidateurs. Sauf que ce sarcophage est fragile, il menace de s'effondrer. C'est pourquoi il a été recouvert par une arche qui est tellement gigantesque qu'on pourrait y faire rentrer la cathédrale Notre-Dame. Cette arche a coûté 2 milliards d'euros. Elle était censée durer 100 ans, permettant en cette durée de démanteler à l'intérieur le sarcophage et de trouver des solutions pour confiner les matières radioactives qui sont à l'intérieur. Malheureusement, comme tout le monde le sait, en 2025, dans le cadre de la guerre en Ukraine, un drone russe a gravement endommagé l'arche de confinement, ce qui fait que son confinement n'est plus assuré normalement. Les travaux de réparation sont chiffrés aujourd'hui à 500 millions d'euros. Autrement dit, la catastrophe de Tchernobyl n'est toujours pas contrôlée dans le sens où les matières radioactives qui ont été dispersées, eh bien, sont toujours là et personne ne sait quand et comment les techniciens et les ingénieurs arriveront à sécuriser ces matières. Et puis, il faut se rappeler que dans la zone interdite, la zone des 30 kilomètres, il existe des dizaines et des dizaines de lieux où des déchets radioactifs ont été simplement balancés dans des tranchées, ce qui n'est évidemment pas une manière de les confiner dans la durée. Il faut se rappeler aussi que lors des incendies, qui frappent assez régulièrement finalement la zone interdite, les matières radioactives qui sont à la surface du sol, qui sont dans la végétation, sont remises en suspension par les flammes. Et par exemple, il y a quelques années, ces incendies qui ont duré plusieurs semaines se sont approchés à moins d'1 kilomètre du réacteur de Tchernobyl et ont propulsé dans l'atmosphère du césium-137, qui a conduit à une augmentation de la radioactivité dans l'air à Kiev de 700 fois en ce qui concerne le césium-137. Donc non, Tchernobyl, ce n'est certainement pas fini malheureusement. Il faut savoir aussi, quand on va dans la zone interdite, qu'il y a des endroits non répertoriés où la radiation qu'on mesure encore aujourd'hui peut être 100 fois, 1000 fois supérieure à la normale lorsque vous cheminez à l'intérieur de la zone interdite sans que ce soit indiqué. Alors, vous avez parlé de cette arche, cet immense dôme de protection. On a vu les images de son installation pendant que vous en parliez. Si cette arche venait à céder, est-ce qu'on a une idée du scénario? Quelles seraient les conséquences? Alors, surtout si le sarcophage qui recouvre, le vieux sarcophage qui recouvre les déchets les plus dangereux, s'il venait à s'effondrer, de la poussière hautement radioactive serait émise et le souffle de l'explosion, de l'effondrement du sarcophage, pourrait conduire à des rejets radioactifs à l'extérieur dans la mesure où l'arche de confinement est assez gravement endommagée. Et évidemment, en fonction des circonstances, ça pourrait conduire à un nouvel épisode de relargage de poussière radioactive, entraînant une nouvelle contamination de l'environnement dans les environs de la centrale de Tchernobyl. Alors, on a l'impression, quand on regarde les images des alentours de la centrale, que la nature a repris ses droits. Est-ce que c'est du faux semblant?
Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Effectivement, dans la zone interdite, à partir du moment où il y a moins d'activité humaine, eh bien, certains animaux sont revenus. Le cheval de Przewalski a été réintroduit, des loups, comment dire, voient leur population augmenter. Simplement, la question est, quel est l'état de santé de ces animaux? Il y a pas mal d'études qui montrent des perturbation, un affaiblissement du système immunitaire de ces animaux, que ce soit les mammifères, les insectes. Par exemple, il y a des mutations sur les ailes de papillons, il y a des cataractes qui affectent la vision des oiseaux. Il y a donc une modification de l'état de santé de ces animaux avec ce qu'on appelle une instabilité génomique qui a été mise en évidence par exemple sur de petits rongeurs, c'est que leur génome est altéré par les radiations et que ces altérations se transmettent de génération en génération. Donc, il ne faut pas se tromper, les images d'animaux qui vivent sur la zone peuvent laisser croire que tout est normal alors que rien n'est normal. Les sols restent très contaminés, la végétation est également très contaminée et les êtres vivants qui sont sur ce secteur sont affectés évidemment par ces radiations. Quid des gens qui habitent aux alentours? Eux, ils sont exposés aussi à des dangers. Je n'ai pas le retour son. Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez, Bruno Charéron? Bruno Charéron, est-ce que vous m'entendez? Ah, il semblerait que nous ayons un petit problème de liaison avec Bruno Alors, ça y Charéron. est, je vous entends Ça à y est, vous nouveau, mais m'entendez? je n'ai pas entendu la question. Alors, je vous la répète. Quid des populations humaines qui vivent dans les alentours de la centrale? Quels sont les dangers qui pèsent sur les humains? Alors d'abord, on parle de grandes quantités de population, on parle de centaines de milliers de personnes qui vivent toujours sur des territoires très contaminés, non seulement en Ukraine, mais aussi au nord en Russie, et également et surtout au Bélarus, puisque la Biélorussie a eu des retombées radioactives extrêmement intenses à plusieurs centaines de kilomètres du réacteur de Tchernobyl. Donc ces populations, au moment où nous parlons, continuent à être exposées aux radiations par le sol contaminé, continuent pour certaines d'entre elles à consommer des aliments contaminés, des champignons, des gibiers, mais aussi il y a une contamination dans le lait, dans les pommes de terre. Donc cette population continue à être soumise à une exposition à des substances cancérigènes et mutagènes, et ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour leur santé. Alors après, la question est, quel est leur état de santé exact? Alors si on écoute un certain nombre de chercheurs, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Bélarus, il y a, et c'est pas nouveau, une forte dégradation de l'état de santé de la population, un affaiblissement du système immunitaire, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes du système digestif, des cancers, etc. Mais c'est très difficile d'avoir une quantification exacte de tous ces effets parce que depuis le début, il y a manifestement une volonté de la part de certains organismes internationaux de minimiser l'évaluation des conséquences sanitaires négatives de la catastrophe de Tchernobyl. On se souvient à l'époque de cette théorie qui aurait voulu que le nuage de Tchernobyl n'ait pas franchi les frontières de la France. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la contamination elle est circonscrite autour de la centrale? Alors, la contamination à l'époque, lorsque la centrale était en feu, lorsque des nuages radioactifs avaient atteint une altitude de plus d'un kilomètre, même plus, eh bien, de nombreux pays ont subi ces retombées. Et évidemment, la France n'y a pas fait exception. La CRIRAD, pour laquelle je travaille, s'est créée justement en 1986 en France pour faire des mesures indépendantes de radioactivité. Et nous avons démontré que l'intensité des retombées de Tchernobyl dans l'Hexagone et en Corse était des centaines de fois, voire plus de 1000 fois supérieure aux informations, aux données qu'avaient publiées en mai 86 les autorités, c'est-à-dire le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Et aujourd'hui encore, en France, à 2000 km de Tchernobyl, dans certaines portions du massif alpin, je pense au Mercantour en particulier, on a un niveau de contamination du sol par le césium 137
de Tchernobyl, qui est un niveau de contamination qui est tellement important que certains de ces sols, c'est en altitude, hein, souvent à plus de 2000 mètres, et c'est localisé par tâche de contamination dans les montagnes, mais certains de ces sols sont tellement contaminés qu'on peut les qualifier de déchets radioactifs, pourtant 40 ans après et à 2000 kilomètres de Tchernobyl. Alors, une petite minute encore, Bruno Charéron. La France met souvent en avant ses 57 réacteurs nucléaires dans 18 centrales pour vanter sa souveraineté énergétique. Tchernobyl, Fukushima, est-ce que ces scénarios sont totalement impossibles dans l'Hexagone? Alors d'abord, souveraineté énergétique, ça n'a pas beaucoup de sens quand on parle du nucléaire, puisque tout l'uranium qui fait fonctionner nos centrales vient de l'étranger. En ce qui concerne la question de la catastrophe, beaucoup d'experts disent qu'un Tchernobyl est impossible en France, et ils ont raison. Les réacteurs français ne sont pas du tout de la même technologie. Par contre, un accident grave est possible en France, les autorités le reconnaissent, et c'est bien pour ça d'ailleurs que la réglementation en France permettrait, en cas de catastrophe, malheureusement, de laisser vivre la population sur des territoires qui seraient contaminés avec un niveau de risque sanitaire 20 fois supérieur à ce qui d'habitude est considéré comme acceptable. Donc oui, malheureusement, la catastrophe est possible en France et quand on voit toutes les difficultés pour faire démarrer le réacteur EPR de Flamanville, quand on voit la perte de compétences d'un certain nombre d'équipes industrielles au sein d'EDF par exemple, quand on voit les nouveaux défis qui se présentent avec la guerre, guerre en Ukraine, guerre en Iran, bombardement également à proximité d'une installation nucléaire en Israël, quand on prend en compte les défis du changement climatique, eh bien, on voit que et c'est de plus en plus complexe de garantir une sûreté nucléaire de qualité. Merci beaucoup Bruno Charéron d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre Merci à vous. ouvrage paru aux éditions Duno, Le nucléaire, une énergie vraiment sans danger, avec un point d'interrogation qui ne laisse aucune ambiguïté. Voilà, on